Lecture du livre Nos amis mortels. Oriane de Sailly, chapitre 4, le plan. Je leur montre mon guide, le doigt pointé sur la couverture. Regardez, on suppose qu'il surveille toutes les routes, mais c'est impossible. Il se concentre sûrement sur les grands axes. Il n'y a plus de Wi-Fi, plus de GPS, on ne sait pas où aller, mais maintenant si. Je trépigne, habité par une énergie nouvelle. Léa me prend le guide des mains, son visage s'éclaire instantanément. Mais oui, c'est génial! Lucas s'approche et lit le titre à haute voix, perplexe. Saint-Jacques-de-Compostelle, la voie de Tours, c'est quoi? Il y a 2 ans, je suis partie 1 semaine sur ce chemin pour me retrouver. C'est un itinéraire millénaire marché par les pèlerins depuis toujours. C'est un trajet qui évite les grands axes, qui passe derrière les champs, à travers les bois, et surtout, c'est balisé par des bandes de couleurs et des coquilles. Il y a des points d'eau indépendants du réseau traditionnel, des sources, des rivières. On pourra se cacher en cas de besoin. Mais pour aller où? Demande Lucas. À La Rochelle, répondis-je sérieusement. La Rochelle? Tu veux qu'on prenne un bateau? Léa écarquille les yeux. Oui, je sais que ça a l'air complètement aberrant, poursuis-je. Mais ici, on est piégé. Le seul moyen de quitter le pays, c'est la mer. Même si on n'y connaît rien en bateau, ça ne doit pas être si compliqué. Voyant l'absence de réponse, je poursuis. L'erreur que j'avais faite la dernière fois, c'était d'avoir un sac trop lourd. Cette fois, on voyage léger, sachant que les maisons seront sûrement vides. On s'arrêtera dans les villages avant la tombée de la nuit. On trouvera de quoi manger et pour l'eau, j'ai mes gourdes filtrantes. Léa se lève, déjà en mode opérationnel. Plus d'électricité, plus de réseau, plus de cartes sur un écran. Là, on a ça. Des marques rouges et blanches sur les arbres, sur les pierres, sur les murs. Même fatigué, même perdu, on peut suivre. Je leur montre le tracé sur le guide, mon doigt suivant la ligne sinueuse qui s'éloigne de notre enfer. Regarde, on va suivre le chemin jusqu'à Melle, et là on bifurquera plein ouest, direction La Rochelle. Une fois là-bas, on fera un stock de vivres et on trouvera un bateau. C'est viable, Lucas, ça peut marcher. Mais au lieu de l'étincelle d'aventure que j'espérais, je vois la panique submerger ses traits. Ses yeux s'écarquillent, il se lève et marche en rond. Mais maman, c'est complètement fou, tu es folle. On va marcher des centaines de kilomètres. Ça va durer combien de temps? Combien de jours? Sa voix monte dans les aigus. Il commence à trembler. Je sens qu'il est au bord de la crise d'angoisse. Je me lève à mon tour, d'un mouvement lent pour ne pas l'effrayer davantage. Je l'entoure de mes bras, le serrant contre moi pour lui redonner un cadre, une limite physique à son corps qui semble vouloir s'effondrer. Je lui caresse le dos avec régularité en calant ma respiration sur la sienne, espérant l'apaiser par ma seule présence. Chut, respire avec moi, Lucas. On va pas faire tout d'un coup. On va juste faire le 1er kilomètre, puis le 2e. On est ensemble, c'est tout ce qui compte. Personne ne nous séparera sur ces sentiers. Léa nous regarde en silence. Elle sait que si Lucas ne nous suit pas de son plein gré, si sa peur le paralyse, nous sommes perdus, avant même d'avoir commencé. Je reprends doucement, toujours en lui caressant le dos. Écoute-moi, Lucas. Jusqu'à Poitiers, je pense qu'on en a pour 6 à 8 jours. Poitiers sera une étape difficile, un passage où il faudra faire preuve d'une prudence extrême. Ensuite, de Poitiers à Melle, compte 5 à 7 jours. Et de Melle à La Rochelle, encore 4 à 6 jours. Je marque une pause pour le laisser intégrer ces chiffres. Ça va dépendre de plein de facteurs, de notre fatigue, de la météo. Mais dans moins d'1 mois, Lucas, nous serons libres et vivants. On restera ensemble. C'est ça l'objectif, être libre, plutôt que d'être utilisé comme des pions dans une guerre illusoire et vouée à la mort. Il se calme un peu. Son souffle redevient plus régulier. L'idée d'un calendrier, même approximatif, semble lui redonner un semblant de contrôle sur cette situation chaotique. Il lève les yeux vers moi, encore humides.
Moins d'un mois, répète-t-il tout bas. Léa s'avance alors et pose une main sur son épaule. On va transformer tes compétences de survie dans tes jeux en réalité, Lucas. Et tiens, je sors de ma poche la petite figurine de pirate que j'ai prise dans sa chambre et lui tends. Il va veiller sur toi et combattre les méchants avec son épée. Cela le fait légèrement sourire. Il se détache de moi, prend la figurine et je vois une lueur de détermination apparaître dans le regard de mon fils. Il hoche la tête une seule fois, mais c'est le signal qu'on attendait. D'accord, on fait quoi maintenant ? On part dans 4 jours. La vache, c'est précis, réagit Léa. J'ai fait le point sur le stock de nourriture. On en a assez pour 1 semaine, je pense. Pour l'instant, je suppose qu'ils sont hyper vigilants, donc ce serait trop risqué de partir demain. Et comme il va bientôt faire nuit, nous allons rester ici. On va faire en sorte que la maison paraisse totalement inoccupée en cas de visite. Les boîtes entamées, les bouteilles vides et les déchets doivent être cachés ailleurs que dans la cuisine, au cas où ils chercheraient de la nourriture pour les stocks de l'armée. Rien ne doit traîner. On fera des tours de garde. Et pour les toilettes... Je marque une pause, soudain trop gênée pour aborder le sujet. Je reprends. Pour les besoins naturels, ce serait risqué d'utiliser les toilettes avec l'eau coupée. Et creuser un trou dans le jardin serait vite repéré, donc système D. Comment ça, système D ? Demande Lucas avec curiosité. Je bafouille, cherchant mes mots. Je pensais faire pipi dehors, et pour le reste, j'en sais rien. Léa éclate de rire devant mon malaise. Ne t'en fais pas, j'ai ce qu'il faut dans le cabanon, dit-elle. Mes parents ont des toilettes sèches sur leur coin de pêche et ils stockent le surplus de sueur de bois chez moi. Un seau, un sac poubelle et le tour est joué. Ça limitera les odeurs et on pourra les cacher facilement. Ah, ça me dégoûte, s'exclame Lucas. Ah, moi aussi, dis-je avec une grimace. Léa se tourne vers moi, moqueuse malgré la situation. T'es sérieuse, Anna ? Tu as tout l'équipement pour faire des randonnées, mais tu n'aimes pas faire caca dehors ? Randonneuse de pacotille, va. J'aime le confort, c'est tout, répondis-je en riant. Nous avons passé le reste de l'après-midi à organiser les sacs pour le voyage, à cacher les vibres qui ne bougeraient pas et à visualiser notre futur trajet. Une fois que tout fut prêt, nous avons mangé et tout rangé. Quand l'obscurité est devenue trop dense, nous nous sommes installés dans notre coin secret. Lucas s'est endormi rapidement, épuisé par toutes ses émotions. Il s'est emmitouflé dans le tas de couettes qui nous servait de lit pour la nuit, caché derrière les machines. Il a écouté mon conseil, dormir tout habillé, chaussures aux pieds. Même si c'est pas confortable, en cas d'urgence, chaque seconde sera cruciale. Je rejoins Léa qui assure le premier tour de garde devant la fenêtre de la cuisine. J'ai encore du mal à croire que tout ça est réel, murmurai-je. J'ai l'impression, et sûrement l'envie, que quelqu'un surgisse et dise « Caméra cachée, c'est une expérience sociale ». Pareil pour moi, soupire-t-elle. Tu penses que ça va marcher ? Je veux dire, le plan, La Rochelle, le bateau, c'est viable ? Elle me regarde intensément. C'est mieux que de rester ici en tout cas. Mais on ne sait même pas si c'est le même bazar ailleurs, si c'est mondial, si c'est la même folie partout. On ne pourra le savoir qu'en essayant, me rassure-t-elle. C'est ça, la vraie liberté. Choisir, expérimenter, se tromper et recommencer. Oui, je comprends ce que tu dis, mais le mauvais choix n'est pas une option envisageable pour moi. Pas quand la vie de Lucas est en jeu. Elle pose sa main sur mon épaule. Va te reposer, je te réveillerai pour la relève. Je m'allonge à côté de mon fils, j'inspire l'odeur de ses cheveux et me laisse bercer par sa respiration régulière. Je sens qu'on me caresse les cheveux et qu'on appelle mon nom. J'ouvre les yeux d'un coup, c'est Léa, c'est mon tour de garde. Elle me chuchote que tout s'est bien passé, qu'il n'y a eu aucun mouvement. Espérons que cela dure. Elle me tend sa montre et se couche là où je me trouvais quelques instants plus tôt. Lucas dort profondément et je l'envie. Même si j'ai somnolé, je suis restée aux aguets, sensible au moindre craquement. Je m'installe sur une chaise devant la fenêtre de la cuisine d'où j'observe le seul accès à la maison.
Au début, chaque bruit suspect fait s'emballer mon cœur. Puis peu à peu, je sens la tension redescendre. Les heures défilent et la nuit se passe sans accroc. C'est déjà une petite victoire. Au fond, c'est assez logique. Ils attendent sûrement d'avoir terminé le recensement de tous ceux qui se sont livrés avant de commencer les visites ciblées. Et qui sait, c'est peut-être du bluff. Ils ne viendront peut-être jamais. Les jours et les nuits se ressemblent. Tour de garde, repas improvisés et l'usage odieux des toilettes sèches. On a même réussi à faire un semblant de toilette. Cela fait 3 jours. 3 jours que tout a basculé. Je sens que nous sommes un peu moins tendus, mais nous restons aux aguets, conscients de la menace. Je suppose que nous faisons tous semblant que tout va bien pour garder le moral. Le plus dur, c'est pour Lucas. Il ne supporte plus d'être enfermé, et comme sa console n'a plus de batterie, il s'ennuie énormément. Pour l'occuper, je lui ai donné une mission. Apprendre par cœur le nom de tous les villages sur notre trajet jusqu'à La Rochelle. On ne sait jamais. Si on perd le guide ou si on est séparés, on pourra se retrouver. C'est notre objectif. Il a compris l'importance de savoir s'orienter. Alors il ne râle plus trop et apprend consciencieusement les noms. Une petite routine s'est installée, rythmée par les repas, même si je sature déjà des conserves froides, je n'en peux plus. Je rêve d'un restaurant ou simplement de manger chaud, mais ce serait trop risqué d'allumer un feu. Demain, c'est le départ. Tout est prêt. Le moral est bon, je crois. On a tous hâte et peur en même temps. Même si on se sent protégé ici, on sait que c'est précaire. C'est à mon tour de commencer la garde. Je prends tendrement mon fils dans mes bras, l'embrasse sur le front et lui souhaite de bien dormir. Je t'aime infiniment, mon grand. Dors bien. Demain, notre aventure commence. Je t'aime aussi infiniment, maman, me répond-il en me rendant mon câlin. Rejoins-moi vite, me chuchote-t-il. Promis, chaton. Je le regarde s'éloigner, le cœur rempli d'amour. Léa m'aide à tout ranger et à tout camoufler avant d'aller se coucher à son tour, et je m'installe devant la fenêtre. J'ai appris à apprivoiser ce moment. D'angoissant, il est devenu presque normal. Je reste là, toujours sur le qui-vive, consciente de ma responsabilité. C'est notre dernière nuit ici. Cela me fait une sensation étrange. Demain, ce sera l'inconnu, mais aussi le premier pas vers notre avenir libre. Je l'espère de tout mon cœur. En tout cas, la nuit est tranquille, comme les 2 précédentes, ce qui me soulage. La lune est pleine. Elle inonde l'allée et le jardin d'une clarté argentée. Cela donne un charme et une beauté ensorcelante à cette nuit. Bientôt minuit. L'heure de la relève approche. Je me lève de ma chaise et m'étire longuement, savourant ce mouvement qui dénoue mes muscles. Alors que je range ma chaise sous la table, un bruit me stoppe, net. Un bruit que je n'avais pas entendu depuis 3 jours. Un vrombissement, sourd, un moteur. Je tourne la tête vers l'allée. L'horreur me fiche sur place. Baignée dans la lumière crue des phares d'une voiture, 4 silhouettes s'avancent vers la maison. Vers nous. Chapitre 5. PF 84. Oh mon Dieu, je suis tétanisée. J'entends leurs pas crisser sur le gravier de l'allée. Ils approchent. L'un d'eux allume une lampe torche et dirige le faisceau droit sur la maison. C'est le déclic qu'il me fallait, celui qui me force à bouger. Je m'écarte rapidement de la fenêtre et fonce vers la buanderie. Au moment où je me glisse dans notre cachette, j'entends la porte d'entrée s'ouvrir dans un grincement sinistre. Je réveille Léa et Lucas en sursaut. Immédiatement, je plaque ma main sur la bouche de mon fils pour étouffer son premier gémissement. Je m'allonge derrière lui et le serre fort dans mes bras pour le protéger. Respire doucement. On doit rester silencieux.
Garde les yeux fermés, tout ira bien, lui chuchotai-je. Je lui demande aussi de se boucher les oreilles. Je ne crois pas une seconde que tout ira bien. Mon cœur cogne si fort dans ma poitrine que j'ai l'impression qu'il va en sortir, mais je dois faire semblant. Pour Lucas, pour Léa, pour moi. La peur est si violente qu'elle me donne envie de pleurer. Devant moi, Léa reste immobile, le dos raide. Je continue de bercer mon fils le plus doucement possible. Dans la cuisine, il s'active. Ce sont des voix d'hommes. 2 d'entre eux discutent. J'entends brièvement qu'ils ont attrapé un fuyard et qu'ils se sont bien amusés avec lui. Quelle horreur! Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ont-ils fait à cet homme? Des bruits de pas se rapprochent. On dirait qu'un des hommes fouille les pièces une par une. L'entendre avancer est une vraie torture. Je devine qu'il est dans la chambre de Léa. Il ne lui reste plus que la salle de bain et la buanderie. Il entre dans la salle de bain. On l'entend fouiller dans les placards, sûrement pour chercher des médicaments. Je me force à respirer sans bruit, mais j'ai l'impression qu'on n'entend que nous, que nos souffles sont comme des cris dans ce silence. Il va nous trouver, c'est sûr. Je lutte contre la panique et je me raccroche au mince filet d'espoir qu'il me reste. Ça y est, il entre dans la pièce. Je me tétanise, je ne respire même plus. Tout se fige. Je ne vois que le faisceau de sa lampe qui se déplace sur les murs. Chaque seconde dure une éternité. En fond sonore, j'entends toujours la discussion des 2 autres hommes restés plus loin, mais aussi la respiration de celui qui se tient à 2 mètres seulement de nous. Il balaie la buanderie avec sa lumière. Le faisceau s'attarde vers notre coin comme s'il sentait notre présence. Il fait un pas, puis un autre. Il baisse sa lampe jusqu'à ce que la lumière atteigne mon visage. Je reste là, bloqué, figé, les yeux fixés sur cette lumière aveuglante. Je ne sais pas combien de temps s'écoule. La lumière se déplace lentement sur moi, puis sur Lucas, et enfin Léa. Aucun bruit ne vient briser ce silence. Ébloui par le faisceau, je ne vois pas l'homme qui nous observe. 1000 scénarios défilent devant mes yeux. Les larmes montent sans que je puisse les maîtriser. Que va-t-il faire de nous? La silhouette finit par détourner la lampe vers la porte. L'homme fait un pas, puis se stoppe net dans son élan. Mon cœur bat à tout rompre, serré entre l'espoir et la frayeur. C'est trop pour moi. Soudain, sa voix me fait sursauter. Pourtant, il ne crie pas, et il chuchote. Partez cette nuit. Demain matin, les maisons sont réquisitionnées. Et il sort de la pièce. J'allais enfin reprendre mon souffle quand une voix forte interpelle l'homme dans le couloir. « Tu as trouvé quelque chose ?»« Non, seulement des antidouleurs et des produits d'hygiène. Je les ai récupérés. » J'entends le bruit d'un sac plastique qu'on secoue. Il doit être en train de lui montrer son butin. L'angoisse me torture. Je me force à prendre de toutes petites respirations, mais mon corps réclame plus d'air. Mes poumons brûlent, mais j'ai trop peur de faire le moindre bruit. « Je t'ai entendu marmonner, » insista l'autre voix. Mon sang ne fait qu'un tour. Oh non. « Marmonner ?» répond l'homme d'un ton désinvolte. « J'ai une musique en tête, j'ai dû la chantonner sans m'en rendre compte, c'est tout. » Je sens que les 2 hommes s'observent. Le silence qui suit est terrifiant. J'imagine leurs regards s'affronter dans la pénombre du couloir. Est-ce que l'autre le croit? Est-ce qu'il va entrer à son tour pour vérifier? Chaque muscle de mon corps est tendu. Je ne vois rien, mais je perçois la tension. Le bruit léger du sac plastique et le battement de mon propre cœur qui cogne contre mes côtes.
Les autres ont fini. Mets ton sac dans le véhicule et on continue. Finit par dire la forte voix. Bien reçu. J'entends leurs pas s'éloigner. Ce n'est qu'après avoir entendu la porte d'entrée claquer que je peux enfin respirer. Mais cette grande inspiration déclenche une crise d'angoisse. Ma respiration s'emballe, je suffoque. Je sens des bras m'enlacer. Quelqu'un essaye de m'apaiser, mais je suis incapable de réagir. Ma seule priorité est de retrouver mon souffle et de reprendre mes esprits. Petit à petit, j'y parviens. Quand je reviens tout à fait à moi, je m'aperçois que c'est Lucas qui me serre dans ses bras. Il me chuchote des paroles réconfortantes. Je me redresse et essuie brusquement mes larmes. Pardon, chaton, c'est à moi de prendre soin de toi. On est une équipe, maman. Comment tu te sens? Je marque une pause. J'observe la place à côté de lui. Où est Léa? Des pas se dirigent vers nous, faisant de nouveau bondir mon cœur. Je suis là, dit-elle. Ils sont partis. Elle se rassoit à côté de nous dans le noir. Je ne peux pas voir son visage, mais je sens son angoisse semblable à la mienne. On fait quoi? Me demande-t-elle. Tu as entendu comme moi? Oui, on doit partir cette nuit. On se met en action le plus silencieusement possible. Comme nous sommes déjà habillés, les préparatifs sont rapides. Manteau enfilé, sac sur le dos, nous avançons vers la porte d'entrée. Je pose fébrilement la main sur la poignée. Je tremble, mais je n'ai pas le temps de réfléchir. Nous avons bien compris que le temps nous est compté. Doucement, j'ouvre la porte. On a de la chance, elle ne grince pas. Je ne sais pas quelle heure il est, mais la lune est encore haute et éclaire le jardin comme en plein jour. C'est un avantage pour voir où l'on marche, mais on peut aussi se faire repérer facilement. Nos pas sont les plus légers possibles alors que nous remontons l'allée. Nous sommes tous aux aguets. Je serre la main de mon fils si fort que je pourrais presque sentir son pouls. Lucas et moi ouvrons la marche tandis que Léa reste juste derrière nous, attentive au moindre bruit, au moindre mouvement. Nous tournons vers la gauche pour prendre le chemin qui mène à la forêt, juste derrière la maison. C'est le passage le plus risqué car la zone est dégagée, mais c'est là que nous rattraperons le chemin des pèlerins. Plus que quelques mètres, et nous serons à l'abri des arbres. Je me retiens de courir. La peur laisse place à une montée d'adrénaline. C'est donc ça qu'on ressent quand on fuit, quand on se sent menacé? C'est un mélange grisant et horrible à la fois. Toujours à l'affût, nous accélérons le pas et pénétrons enfin sous l'orée de la forêt. Une fois dans la zone dense, nous redoublons de prudence pour ne pas marcher sur une branche sèche. Même si les hommes sont techniquement occupés à fouiller les maisons voisines, nous ne voulons pas prendre de risques. La nuit serait presque belle si nous n'étions pas en train de fuir. L'air est frais. Je crois même apercevoir l'aurore qui commence à éclaircir le ciel au-dessus de la cime des arbres. Malgré l'effort, je repense sans cesse à cet homme dans la buanderie. Il nous tenait entre ses mains. Un seul mot de sa part et tout était fini. Je me demande où nous serions à l'heure qu'il est s'il avait parlé. Je ne sais pas qui il est, et je le saurai sûrement jamais, mais je le remercie du fond du cœur pour la chance qu'il nous a offerte. Qu'a-t-il dit déjà? Qu'il réquisitionne les maisons? Est-ce qu'il part du principe que les gens ne rentreront jamais chez eux? Sans l'avertissement de cet homme, nous aurions été pris comme des rats. C'est la preuve que même dans la chute d'une société, la bienveillance et l'entraide persistent. Ça y est, nous sommes sur le sentier de Saint-Jacques-de-Compostelle. Sur un rocher, on distingue le balisage blanc et rouge, ainsi que la coquille Saint-Jacques, l'emblème typique de ce chemin. Je pose mes doigts sur ce dessin. Pour nous, il représente aujourd'hui la route de l'inconnu, mais surtout celle de la liberté. Un mouvement sur ma droite me tire de mes pensées. Je ne vois pas très bien, mais je perçois que quelque chose bouge.
Lucas et moi, nous nous jetons derrière une rangée d'arbres. Léa, elle, se cache de l'autre côté du chemin. C'est sûrement un sanglier, il y en a beaucoup dans la région. Je décide d'attendre encore un peu pour être sûre. Au bout d'un moment, nous sortons de notre cachette pour revenir sur le sentier. Le craquement des branches sous nos pas est assourdissant à mes oreilles, mais au moins cela fera fuir les animaux. Sauf que la forme est là, sur le chemin, imposante, et surtout armée. C'est une ombre gigantesque avec son arme sur le côté. Je l'observe, figée. Léa est restée cachée, mais nous n'avons pas pu. Nous sommes totalement à découvert. Que va-t-il décider? Est-ce le même homme que tout à l'heure? Est-il lui aussi en fuite? Mon corps est lourd, tandis que mon cerveau tourne à plein régime. Pourtant, au fond de moi, je le sais, ce n'est pas le même homme. Je ressens quelque chose de malsain chez lui. Tel un prédateur impatient de jouer avec ses proies. Et ses proies, c'est nous. Je n'ose plus bouger. Je sens la main de Lucas qui se resserre dans la mienne. Nous sommes tous les deux tendus à l'extrême. L'homme en face de nous bouge légèrement et un grésillement retentit. Il passe un appel radio. « Chef, ici PF24, vous aviez raison. Je suis avec 2 fugitifs dans la forêt. Rejoignez-moi aux coordonnées GPS. À vous. » Soudain, un craquement éclate à la gauche de l'homme. Cela lui fait tourner la tête. Je n'ai pas le temps de réfléchir. Par réflexe, je donne une forte impulsion et je me mets à courir, entraînant Lucas dans ma course. On file dans la forêt, à couvert, au cas où il déciderait de nous tirer dessus. Faire du bruit est le cadet de nos soucis. Je ne sais même pas dans quelle direction nous allons, tant que nous nous éloignons de cet homme. Je l'entends derrière nous. À vrai dire, j'entends du bruit partout. Mes sens sont stimulés à une intensité folle. Heureusement que la lune nous éclaire encore et que le jour se lève. Cela nous permet d'éviter les obstacles. L'adrénaline nous donne une énergie incroyable. On puise dans des réserves insoupçonnées, zigzagant entre les arbres. Mes poumons me brûlent. J'aimerais regarder Lucas, mais je suis trop focalisée sur mes pas. Mais tant que j'ai sa main dans la mienne, tout va bien. On arrive sur un chemin de terre. Je vois au loin que le sentier forme une sorte de coude. Une fois là-bas, nous serons hors de son champ de vision. On pourra changer de direction ou se cacher. J'espère que Léa va bien. Si l'homme nous suit, il y a une chance qu'il ne l'ait pas vu. C'est le seul point positif. Allez, les derniers mètres. Mon corps me hurle de stopper et Lucas tire de plus en plus sur mon bras. Si on a pris assez d'avance, on pourra disparaître. Arrivé au coude du chemin, je jette un coup d'œil en arrière. Personne. Mais je suis stoppé net par Lucas qui ne bouge plus. Je le regarde et je suis son regard. Tiens, qu'avons-nous là? Cette voix, je la reconnais. Un frisson d'horreur froid coule dans mon dos. C'est l'homme à la voix forte, celui que j'ai entendu dans le couloir. J'observe cette nouvelle silhouette en essayant de retrouver mon souffle. Par instinct, je cache Lucas derrière moi. Tout chez cet homme transpire la capacité de tuer. Il s'approche avec une assurance et une autorité écrasante. Plus il avance, plus je réalise sa stature. Il est immense, doté d'une musculature puissante. Je reste fixée sur l'arme qu'il porte, un fusil d'assaut noir. Je suis certaine qu'il pourrait me tuer de ses simples mains, mais cette arme rend la menace encore plus réelle. Il est tout en noir, sanglé dans un gilet pare-balles et couvert d'équipements tactiques. « Vous allez où comme ça ?» lance-t-il amusé, comme un chat avec une souris. Je ne réponds pas. Je n'en ai ni le souffle, ni la force, ni l'envie. Je recule, les yeux cherchant frénétiquement une issue autour de nous. Il remarque mon manège et pointe son fusil droit sur moi. Je m'arrête net. C'est une scène surréaliste, un cauchemar réveillé. Je n'avais jamais vu d'arme de ma vie, et voilà qu'un géant en braque une sur moi. Trouve une solution, vite. Chaque seconde est précieuse. Une seule balle pourrait nous transpercer tous les deux.
Sentant Lucas dans mon dos, je pose un instant sa main sur mon ventre pour le rassurer, puis je lève les mains en l'air. Oui, on a essayé de partir. Je voulais pas être séparée de mon fils. La situation est dingue. J'ai eu peur, ça se comprend. J'ai compris que c'était grave. Je suis prête à coopérer. Emmenez-nous, on vous suit. Ça m'arrache la gorge de dire ça, mais il faut rester vivant. Je ferai tout pour protéger mon fils. Et je le retrouverai si on est séparés. Je me le promets. L'homme continue d'avancer. Ce qu'il dégage est malsain, effrayant. Ses yeux perçants me glacent les os. Il s'arrête et active sa radio. Je perçois un sourire carnassier dans sa voix. Chef pour l'équipe. Amenez-moi le traître. Je panique. Il a un plan en tête et je le sens mal. Tous mes organes se serrent à l'intérieur de moi. Je répète, je coopère. Bégayai-je en reprenant la main de Lucas pour reculer. Un bruit attire mon attention derrière moi. Je pivote pour garder tout le monde dans mon champ de vision. 2 autres hommes en noir arrivent, traînant un individu dont les mains sont attachées dans le dos. À sa démarche, il a l'air blessé. Pourtant, il porte la même tenue qu'eux. Rien n'est logique, c'est un délire total. Je recule sur le côté pour les laisser passer. Je reconnais alors l'homme qui nous poursuivait dans les bois. Il me jette un regard victorieux, se délectant de la situation. Il rejoint son chef et jette l'homme blessé à ses pieds. Derrière lui, le soleil commence enfin à se lever. De magnifiques nuances de rose parsèment le ciel. C'est un spectacle sublime. Je me demande comment un paysage aussi grandiose peut exister dans un moment pareil. Le contraste est insupportable. La douceur de l'aurore face à nous, derrière ces soldats lourdement armés, et ce 4e homme à terre. L'avenir semble s'être arrêté ici, sur ce chemin de terre. Pour plusieurs d'entre nous, il en est plus que certain. Je sens le poids du regard du géant peser sur nous, puis sur l'homme à ses pieds. Le silence de la forêt est désormais habité par une tension électrique. PF 84, regarde cette femme, reprend leur chef. Le géant fait un geste brusque dans ma direction, mais l'homme au sol ne bouge pas. Ce refus agace son supérieur qui lui assène un violent coup de crosse avec son fusil. Un liquide sombre gicle et un bruit de craquement horrible déchire le silence. Je ferme les yeux, luttant contre la nausée. Pourquoi font-ils ça? Lucas me serre de toutes ses forces, sa tête est cachée contre mon dos, ses bras de nouveau verrouillés autour de mon ventre. À cet instant, je donnerai tout pour fusionner avec lui, pour qu'il soit en sécurité, à l'intérieur de moi, protégé du monde. Les larmes me montent aux yeux. Je veux partir loin d'ici. « Regarde cette femme et son fils, je t'ai dit !» hurle le chef d'une voix autoritaire. L'homme à genoux tousse, crache du sang et finit par céder. Il tourne lentement la tête et fixe son regard dans le mien. Son visage est un champ de ruines. Du sang coule de sa bouche et l'un de ses yeux est tellement gonflé qu'il reste fermé. Mais dans son regard valide, je lis une détresse infinie, de la peine, de la culpabilité, du remords. Pourquoi ressent-il tout cela en nous regardant? Alors, PF 84, est-ce que c'est à cette femme que tu as chantonné ta petite mélodie? Je sursaute à ces mots. La vérité me frappe de plein fouet. Cet homme blessé, brisé, à genoux, dans la terre, c'est lui? C'est l'homme de la buanderie? Celui qui nous a laissé une chance? Celui qui nous a dit de fuir? Celui qui a essayé de nous sauver et qui maintenant paie le prix de sa bienveillance? Le colosse s'amuse de ma détresse. Il a toutes les cartes en main. Le droit de vie et de mort lui appartient et je sens qu'il adore ce contrôle absolu. Il s'abaisse au niveau de l'homme blessé et d'une main brutale force sa tête à se tourner vers lui. Si tu veux gagner à tous les coups, connais tes ennemis, mais surtout tes amis.
murmure-t-il. Moi, je sais comment fonctionne l'humain. Il lève la tête vers moi, son regard bleu acier me transperce. Je sais comment fonctionne une proie. Je me tends violemment à ces mots. Cet homme m'inspire une terreur indescriptible. Il tourne à nouveau son regard vers son soldat à terre. Je sais comment fonctionnent mes hommes. Je te connais même bien mieux que tu ne te connais toi-même. L'homme au sol se raidit sous l'emprise de son chef. Je sais que quand tu as vu cette femme et son fils, ça t'a rappelé ta propre famille. D'un geste sec, il tourne à nouveau le visage de l'homme vers nous. PF 84 a l'œil rougi, rempli de larmes qu'il tente désespérément de contenir. Je sais que tu as cogité, continue le géant. Tu as voulu éviter qu'ils soient séparés. Tu pensais faire une bonne action, n'est-ce pas? Un rire sadique s'échappe de sa gorge, un son froid qui résonne dans le silence de la forêt. J'ai su que tu mentais. J'ai fait surveiller la maison par PF24, qui a traqué les fuyards et m'a confirmé ce que je savais déjà. Il marque une pause, son regard glissant vers moi avec une lueur malsaine. D'ailleurs, ils étaient 3, il me semble. 2 adultes et un enfant. J'essaye de tout faire pour ne pas trahir Léa, mais ma piètre tentative de masquer mes émotions semble échouer. Il sourit, victorieux, voyant mon trouble. Nous verrons ça plus tard, reprend-il. Il se lève brusquement et tire l'homme blessé vers le haut. Celui-ci se lève péniblement, chancelant, et le chef le force à me faire face. Tu as pensé les sauver, mais tu as échoué. Tu as trahi l'équipe, les ordres et la nation. À cause de toi, ça va très mal se finir. Mais grâce à toi, nous avons pu chasser, nous dégourdir un peu les jambes, alors je vais être généreux. Je me demande ce que ce sadique considère comme généreux. Mes muscles me font mal à force d'être figés et crispés, mais je n'ose plus bouger de peur d'attirer l'attention. C'est ridicule, vu la situation. Le chef détache les mains de notre bienfaiteur. Celui-ci se masse automatiquement les poignets, le regard rivé au sol, attendant la décision de son supérieur. Le colosse semble apprécier ce pouvoir et reprend. Les erreurs sont faites pour apprendre. J'ai décidé de te laisser en vie, mais à condition que tu me prouves que tu es maintenant à 100% avec nous. L'homme se redresse et regarde son chef, toujours silencieux. Tu auras une seule chose à faire, et tu feras de nouveau partie de l'équipe. En rentrant, je demanderai même que ta femme soit mutée dans la zone où se trouvent les enfants. Le regard du blessé s'écarquille. Je comprends que c'est vital pour lui, que cette proposition l'atteint en plein cœur. Mais que va-t-il lui demander en échange? Je cherche toujours activement un moyen de fuite quand le regard du colosse se pose de nouveau sur moi. Quant à toi, me dit-il, il fait quelques pas dans notre direction. Je ne peux m'empêcher de reculer, il se délecte de ma peur. Le fait que j'ai bougé fait réagir les 2 autres hommes qui se rapprochent de moi. Je sens l'étau se refermer. Je me sens de plus en plus prise au piège. Tu veux coopérer, tu as dit. Je le regarde et hoche la tête, incapable de prononcer un mot. Encerclé par les 3 hommes, les pires pensées m'envahissent. Quelle est leur définition de la coopération? Donc tu es prête à œuvrer pour la France et à contribuer à l'effort de guerre, c'est ça? Je ne réponds pas, il continue malgré tout. À combattre et à éliminer les ennemis? Je peux sûrement contribuer différemment, bégayai-je. Non, 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 pour la victoire, il faut aussi se salir les mains, mais passons. Il joue avec moi. Il prend un plaisir manifeste à cet instant. Une part de mon ego aimerait gâcher son plaisir, l'insulter ou faire semblant d'être insensible, mais le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ma survie et celle de mon fils sont les seules choses qui comptent.
Je veux bien te laisser la vie sauve. Et de la même manière, te placer dans un poste proche des enfants. Sérieusement ? Mes yeux s'agrandissent et ce traître d'espoir s'insinue malgré moi dans mon cœur. Il perçoit ce changement et s'en amuse. Je sens le piège se refermer. Mais à une condition aussi. Je dirais même la même, car mon offre n'est valable que pour l'un d'entre vous. Je regarde mon bienfaiteur, le cœur battant à tout rompre. Quelle pourrait être cette condition ? Le géant fait un signe de tête et soudain tout s'accélère. L'un des hommes attrape mon fils et le tire brutalement derrière moi. Lucas hurle de peur. Je me retourne, j'essaie de l'arracher à ses bras en poussant des cris incompréhensibles, une rage me submergeant. Je suis stoppé net par l'autre homme. Il braque son arme de poing directement sur mon fils. « Calme-le !» ordonne-t-il froidement. Lucas se bat de toutes ses forces en m'appelant. Cette vision me tue. J'essaye d'avoir une voix calme malgré mes larmes et la boule douloureuse qui me serre la gorge. « Lucas, écoute-moi s'il te plaît, regarde-moi. » Il finit par plonger ses yeux dans les miens. Ce que j'y vois à cet instant, cette terreur pure et cette incompréhension suffira à me hanter pour le reste de mon existence. Je sens mon cœur se briser physiquement dans ma poitrine. Le soldat qui le maintient ne desserre pas sa prise et le canon de l'arme reste pointé sur lui, froid et implacable. Le silence retombe sur la forêt, lourd et étouffant, seulement rompu par les sanglots étouffés de mon fils. Le colosse, lui, ne perd pas une miette de notre agonie. Il attend et savoure ce moment. Je sais que c'est dur. Reste calme, s'il te plaît. Je vais trouver une solution. D'accord ? Promis ? Me demande-t-il. Je ne réponds pas, et je sens ses yeux rivés sur les miens. Je lui caresse les cheveux et j'embrasse son front, respirant son odeur comme si c'était la dernière fois. Reste calme, je reste près de toi. Je me retourne en tremblant et je fixe le sadique. La peur est toujours là, mais une sourde détermination commence à l'accompagner. Quelle est la condition ? L'enseigne d'une voix que j'espère ferme. Le colosse sourit. Il apprécie visiblement de me voir passer de la mère éplorée à la femme prête à tout. Il sort son arme de poing et la tend à mon bienfaiteur, qui devient livide. L'homme qui braquait mon fils s'avance vers moi. Son approche me fait reculer par réflexe. Il me tend son arme à son tour. Je le regarde, pétrifié, ne sachant que faire. Il veut que je prenne son arme ? Prends-la, ordonne le géant. Je sursaute à sa voix et tends une main tremblante vers la crosse. Je suis surprise par le poids de l'acier et je manque de la faire tomber. L'homme s'éloigne de moi, ce qui me rassure un instant, mais celui qui tient mon fils s'écarte aussi sur le côté. Nous nous retrouvons seuls au centre de l'allée. Moi, l'homme de la buanderie et son chef, qui nous surplombe. L'arme baissée, tenue à deux mains, je regarde les deux hommes. Une pensée folle me traverse. Je pourrais l'utiliser pour nous échapper, mais je la chasse aussitôt, je ne suis pas entraînée, je n'osais pas m'en servir. Et suis-je vraiment prête à tuer ? Alors, avez-vous deviné ma condition ? Mon bienfaiteur garde la tête baissée. Il respire bruyamment comme s'il livrait une bataille intérieure contre ses propres émotions. Lui, il a compris. Et cela n'a rien de positif. Je regarde l'arme, puis les deux hommes à tour de rôle. Le chef attend que l'évidence atteigne mon cerveau. Il veut que j'utilise l'arme, mais sur qui ? Sur nous-mêmes ? Mais non, c'est pas logique. Mon cœur s'arrête. Le colosse voit que j'ai compris, à l'instant même, et il éclate de rire. Eh oui, ma condition est que vous devez tuer l'autre pour me prouver votre loyauté. Le choc me vrille le ventre, c'est une horreur sans nom. Je fixe mon adversaire. Je vois qu'il est à la fois résigné et déterminé. Je le comprends, il est prêt à tout pour sa propre famille, et surtout, il est déjà en position pour tirer.